Histoire des feux de Saint-Malo, une mise en lumière des sentinelles de la baie. C'est le thème et le titre de la prochaine conférence mensuelle proposée par la Chasme au théâtre Chateaubriand à Saint-Malo intramuros lundi prochain à 14h30. Et pour en parler, j'accueille en studio son vice-président Jean-Luc Blaise. Bienvenue. Merci Jean-Christophe de me recevoir à nouveau. C'est un plaisir. Pour parler de la prochaine conférence. Conférence à deux voix. Deux voix, deux experts. Avec un expert fortement titré, Vincent Guignot. Alors, fortement titré, un auteur important. Vous êtes venu avec des livres aujourd'hui. Ah oui, de beaux livres. Que je veux montrer, ce très beau livre, oui. Qui a été édité par la direction des monuments historiques des Côtes-de-France. Et Vincent Guignot en a été un auteur majeur. Vincent Guignot est ancien élève de l'école polytechnique, de l'école des ponts et chaussées, et il est aussi docteur en histoire. Et puis pour compléter, il est maintenant conservateur du patrimoine au musée du Quai Branly à Paris. De 2006 à 2008, il a été en mission et chercheur associé à l'école française de Rome. Je rappelle aux auditeurs que l'école française de Rome a été dirigée au début du XXe siècle par Monseigneur Duchesne, un des fondateurs de la Société d'Histoire. Qui parle à Saint-Malo, effectivement. Oui. Voilà. Et puis Vincent Guignot a été élu en 2022 à l'Académie de Marine. C'est donc quelqu'un qui connaît bien le sujet, c'est vraiment le spécialiste des phares sur le plan mondial et en France. Alors, sa thèse d'histoire qu'il a passée à la Sorbonne, sa thèse d'histoire s'intitule « Au service des phares, la signalisation maritime en France au XIXe et au XXe siècle » et c'est publié aux presses universitaires de Rennes. Et donc, voilà quelqu'un qui va pouvoir nous parler vraiment en détail des phares sur un plan général en France, des phares sur un plan général en Bretagne, et puis il a convenu que le côté particulier des phares de Saint-Malo, c'était intéressant de le laisser à notre collègue et ami administrateur de la Chasme, Daniel Taton, qui vient de publier il y a quelques jours, lui aussi, un livre important, Les Sentinelles de la baie. Et Daniel Taton est architecte et photographe. On le voit beaucoup dans Saint-Malo, toujours avec son appareil photo. Ce sont ces photos que l'on voit dans le livre. Et ce sont aussi ses dessins. Il dessine remarquablement, ce qui n'est pas totalement surprenant pour un architecte du patrimoine oui. qu'il fut. Et donc, voilà que ces deux orateurs vont, une fois de plus, passionner les auditeurs. Quand je dis une fois de plus, c'est que je rappelle que les conférences de la Société d'Histoire sont très, 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 très suivies. Des fois même, alors ça vous le rappellerez en fin d'émission, mais il vaut mieux arriver avant et priorité aux adhérents de la Chasme, je crois savoir. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour introduire notre sujet des phares, alors on le sait, vous l'avez en tête, les phares c'est un peu comme des sentinelles, et c'est d'ailleurs un sous-titre de la conférence, les sentinelles de la baie. À Saint-Malo, comme au bout du monde, on va avoir au Cap Horn un phare, et c'est en même temps pour notre région une partie de notre histoire maritime. Et d'une certaine manière, il nous rappelle constamment notre histoire. Certains, quand vous lirez le livre de Daniel Taton, que certains phares ont été reconstruits. Je pense à la Balue, je pense évidemment au phare du Jardin. Donc, c'est un lien qui va unir à la fois la mer et la terre. Le phare est sur la terre, sur un rocher quelquefois au milieu de la mer, mais il rappelle aux marins qu'il y a l'eau et il y a la terre. Et donc les feux et les phares sont indissociables du littoral. Ils ont acquis au cours des temps
une symbolique et un imaginaire d'une certaine manière. Alors j'ai envie de commencer en lisant deux descriptions que nous avions avec le professeur Jean Lebotte quand nous avons édité notre ouvrage Pilote et pilotage en baie de Saint-Malo, mais là vos auditeurs... Avec le môle des Noirs en couverture. Avec le môle des Noirs, effectivement. Ouais. Et je lis ce passage qui a été écrit par l'ingénieur Forfait dans les années 1780. Et voilà ce que dit cet ingénieur. L'entrée de cette baie est effrayante. Une foule innombrable de rochers la bouche et semble en interdire l'approche. Il a fallu sans doute un cœur garni d'un triple acier à celui qui le premier a osé confier son existence à une frêle nacelle, à une frêle barque, pour aller chercher, à travers tant de dangers et au milieu de courants effrayants, la route que doivent suivre des vaisseaux. Ce n'est plus qu'un jeu, depuis que les premières impressions ont été détruites par l'exemple et par l'habitude. Il y a des marins exceptionnels, les pilotes, qui vont chercher ceux qui arrivent et qui découvrent. Donc c'est une description fort peu engageante de notre port. Et l'ingénieur maritime Forfait écrivait cela parce qu'il était en train de passer en revue les principaux ports du royaume, et il va d'abord faire l'éloge de Saint-Malo pour l'activité de son commerce, pour le nombre et la qualité de ses marins, pour le nombre et la qualité de ses ouvriers de marine, qui en font le quartier le plus important et le plus considérable de France. Quartier maritime le plus important, on est là... En termes d'effectifs ou de superficie? Alors, en termes d'effectifs, en termes de qualité du travail, pas en termes de superficie. Parce que justement, on va voir que Saint-Malo va se faire doubler au fil du temps par ce problème de superficie. Parce que, et l'ingénieur Forfait termine tout son propos louangeur par cette phrase que je viens de dire, parce qu'il en vient à parler des entrées et des mouillages. Et là, il dit, ça se complique, c'est finalement quelque chose d'important, mais c'est difficile d'y arriver. Alors, vous lirez, si vous lisiez la thèse de Vincent Guignot, que dans son histoire de cette signalisation maritime en France, Vincent Guignot va souligner que les travaux de levée de cartes, les hydrographes partageaient effectivement leur savoir avec les marins du lieu. Et la plupart des hydrographes eh bien, vont circuler dans les différentes baies avec les pilotes qui, eux, connaissent le moindre rocher. Et c'est à partir de ce travail-là que, finalement, on va choisir l'endroit où on mettra un phare. C'est pour ça que j'ai fait ce grand détour. C'est pour montrer que le phare, il n'est pas arrivé à cet endroit-là pas mis au hasard. C'est pas simplement un architecte qui va dire « je vais faire quelque chose de beau ». Il a une fonction. Il y a beaucoup de rochers. Voilà, il va signaler. Et d'ailleurs, nos deux collègues vont parler des phares et des feux. Et des feux, c'est-à-dire, par exemple, au bout du môle des Noirs, c'est un feu. Alors, la terminologie de phare, ils la disséqueront. Alors, je vais rappeler que la construction du phare du Grand Jardin va commencer en 1865, celle des phares de Rochebonne et des Bas-Sablons en 1866, la Balue fut mise en chantier en 1867, et l'allumage de ces 4 phares a lieu le même jour, le 15 avril 1868. Les Malouins et Servanais venaient d'être servis avant les Cancalais. Alors là, ça va augmenter encore la tension qu'il va y avoir, puisque les Cancalais... Réelle tension ou il y a des enjeux derrière? Il y a des enjeux. Oui. Il y a des enjeux parce qu'il y a une concurrence entre marins, entre pêcheurs, entre exploitants. Et donc, alors les Cancalais disent quand même, à la sortie de la baie du Mont-Saint-Michel, il est difficile d'estimer à quel moment le navire doit virer vers Saint-Malo. Il est difficile d'estimer à quel moment
il faut effectivement se mettre en manœuvre. Oui, donc on justifie pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Qui plus est, les roches de la Fille et du Herpin ou de l'île des Landes augmentent les risques. Bon, mais les Cancalais vont devoir attendre jusqu'en 1882 avant d'avoir les premiers feux. Donc ce n'est pas un caprice, hein, Jean-Luc Bèze. Ah non. Ouais. Des Cancalais. C'est pas un caprice. C'était aussi... mais je crois que c'est une concurrence de développement d'une certaine manière. Mais vu de la place des marins, vu de la place des marins pêcheurs, vu de la place des marins qui faisaient du cabotage, c'était fonctionnel. C'était réglementé la pêche à cette époque-là, justement, par rapport au quota, par rapport au... Justement, à cette période-là, on avance sur une réglementation. Je rappelle qu'à la fin du 19e, début du 20e, Saint-Servant et Saint-Malo sont les ports d'attache d'une flotte importante de Terre-Neuva, puisque ça va, l'exploitation de la morue séchée va se développer énormément. Et en 1912, les pilotes vont sortir 146 navires en quelques jours, 15 jours, qui vont partir à la pêche à la morue. Les charpentiers de marine ont travaillé. Alors donc, les charpentiers de marine, les gréeurs, oui, les voiliers, tous les corps de métier. On imagine tous ces corps de métier. Et la ville résonne de tout ça. C'est bruyant. Et en même temps... ça participe au développement de la cité corsaire. Complètement. Et c'est extrêmement important. Mais on voit bien que ce développement, il est lié à l'accès de ce port défendu, j'allais dire, par la nature, et l'importance des phares et des feux, c'est essentiel. Alors, la conférence de nos deux collègues, parce que je voudrais quand même laisser quelques minutes pour faire d'autres commentaires, va s'articuler autour de 3 axes: historique, scientifique et architectural. Et oui. Alors, c'est important d'avoir 2 conférenciers qui ont multiples facettes. L'un fait Polytechnique, l'école des ponts, est historien. J'allais dire, c'est du lourd. Permettez-moi l'expression, Jean-Luc Bèze. C'est effectivement 2 conférenciers lourds et qui complètent. Et l'autre est architecte du patrimoine. Et on va avoir la présentation de ce patrimoine singulier sur la côte d'Émeraude, en mer et sur terre, qui va permettre de comprendre comment ces gardiens de lumière sont les témoins. Belle expression, hein. Oui, gardiens de lumière. Sentinelles et gardiens de lumière. Outre les progrès techniques de l'expression architecturale de l'époque. J'ai fait allusion à la reconstruction après la guerre du phare du Grand Jardin ou du phare de la Balue. Notre ami Daniel Taton a regardé ça avec son œil d'architecte, avec les détails, avec comment Yves Aymar a travaillé sur le phare de la Balue et quel détail il a essayé de mettre en valeur. Bref, c'est intéressant pour ces différentes entrées. Parce que les Allemands, lorsqu'ils ils ont donc abattu des phares, pouvez-vous nous en dire peut-être 2 mots rapidement là pour aussi, le contexte, oui. Tout à fait. Dans ce bouquin, Daniel Taton revient justement sur le moment où l'occupant va justement essayer de détruire aussi des éléments facilitant l'entrée des navires. Voilà. Et le phare du Jardin est pulvérisé. Il en est de même pour le phare de la Balue. Et des feux comme les Bas-Sablons. Alors le môle, n'en parlons pas, puisque l'occupant... Ça a été dynamité ça a été effectivement avant l'arrivée des Alliés, alors. Oui, alors c'est vraiment tout à fait au dernier moment qu'ils font sauter le môle, qui va donner l'occasion d'ailleurs... Alors, petite question, les archives sont utiles? On a retrouvé des plans pour reconstruire? Tout à fait. Là-dessus, Daniel Taton est intéressable parce qu'il a vraiment enquêté par le menu pour retrouver des archives qui existent. Vous savez que la décision de construire un phare relève de l'État. Et donc, il y a des traces, même si les archives de Saint-Malo ont péri dans cette
dans ce grand conflit, mais il y avait des archives ailleurs. Et donc, Daniel Tatton, je l'ai vu travailler sur des plans, effectivement, de la reconstruction, mais des plans antérieurs également. Conférence passionnante, entrée gratuite et ouverte à tous, Jean-Luc Blaise. Entrée gratuite et ouverte à tous. Mon cœur me dit qu'il faut arriver assez tôt. Il faut arriver assez tôt. J'en profite pour dire que nous avons, dans cette fin d'année 2023, plus de 620 sociétaires. Hein, ce qui fait envie à beaucoup d'autres sociétés. On comprend. Ne serait-ce que celle de Rennes. Ne serait-ce que celle de Rennes. C'est entre nous, ça ne sortira pas d'ici, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Luc Blaise, vice-président de la CHASM délégué. Voilà, le président étant René Marcet, que l'on salue s'il nous écoute d'ailleurs. Tout à fait. Conférence donc au Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo, Intramuros, lundi prochain, 14h30. Merci beaucoup, Jean-Luc Blaise, pour ces commentaires passionnants. Vous revenez quand vous voulez. Eh bien, c'est-à-dire prochain, voilà, absolument, on ne peut rien vous cacher. À très vite.